Bonjour. Ravie d'être avec vous. Alors effectivement, figurez-vous que moi j'avais la chance au début de ma vie professionnelle de savoir ce que je voulais faire. J'avais une vocation, une passion. J'avais envie d'accompagner les hommes et les femmes à trouver leur plein potentiel, à déployer leurs ailes. Je ne savais pas quel métier ça pouvait être, ça m'a amené vers le grand monde des RH. Et j'ai rejoint une entreprise que je voulais à tout prix rejoindre. Quand j'avais l'âge des étudiants, peut-être qu'ils sont là, je l'avais identifiée, je voulais à tout prix aller chez elle. Finalement, j'y suis restée moins d'1 an. J'ai fait 3 jobs en 3 ans dans 3 boîtes différentes pour finir, au bout de 3 ans, à faire un métier radicalement différent. Pourtant, aujourd'hui, on est déjà quelques années plus tard et je suis revenue à ça, à ce métier, à cette passion, à cet intérêt. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai perdu? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait 3 jobs en 3 ans? C'était pas une volonté de mouvement, de changement, de zapping. Non. C'est que j'ai trouvé sur mon chemin des managers qui n'aimaient pas manager. Oui, c'était les meilleurs commerciaux de la boîte, donc ils sont devenus chefs. Normal, n'est-ce pas? Apparemment, ils préféraient leur premier métier que le second, et ça se sentait. J'ai trouvé des entreprises qui mettaient le contrôle, mais alors bien au-dessus de la confiance, jusqu'à ce qu'on perde du sens. Alors comme j'avais perdu le sens, j'ai fini dans une entreprise sociale. Vous savez, celles qui ont une belle raison d'être, celles qui sauvent le monde. Et dans cette entreprise, c'est là que j'ai trouvé le pire, en termes de pratiques managériales et humaines. Comme quoi on peut avoir une belle mission et très très mal traiter les gens. Bref, à 25 ans, je me suis dit que j'allais plus jamais travailler de ma vie parce que c'était horrible. Bon, apparemment, je n'avais pas les ressources qui me permettaient de choisir cette vie-là, donc je me suis dit, j'ai 2 choix, me résigner ou contribuer à faire changer les choses. J'ai choisi la deuxième option, j'ai créé ma boîte. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ce que je vois depuis 8 ans, parce que ça fait déjà 8 ans, preuve que je suis capable d'un peu de constance quand même. 8 ans que j'explore, que j'analyse, que je décrypte les nouveaux rapports au travail. Alors depuis 8 ans, on n'a pas arrêté de voir ce sujet partout. Dans notre presse, au dîner entre copains, quand on parle de nos enfants, peut-être, il est partout ce sujet, et de plus en plus. Et on y a mis, mais alors plein de mots valise, avec un certain nombre d'anglicismes, en plus, en prime. Déjà, on a parlé de génération, en y accolant toutes les lettres de l'alphabet, X, Y, Z, alpha, oméga, en se disant que peut-être on pouvait cartographier les gens selon leur année de naissance et ainsi comprendre comment les adresser en entreprise. Après, on a eu tous ces mots en août qui sont apparus, les maladies du travail, le burn-out, celle-ci on la connaît. Mais après, il y a eu les autres, peut-être un peu moins connus. Le bore-out, l'ennui. Puis le dernier né des août, le burn-out. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ça? Peut-être que vous avez entendu ça avec un autre anglicisme. Alors c'est la première et la dernière diapositive où je mets des anglicismes, rassurez-vous pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais c'est pas de ma faute, C'est pas moi, c'est les journalistes, c'est la presse, c'est ici, chez nous, on en parle comme ça. Burn-out, vous l'avez peut-être entendu avec bullshit job. Littéralement, des jobs de merde. Le sentiment, le burn-out, ce serait la maladie du travail qui est liée au sentiment d'inutilité. J'ai le sentiment que je ne sers à rien. Que ce que je fais ne sert à rien. Voire pire, qui pourrait rendre le monde encore moins bon. Donc il y a eu tous ces mots en août, et puis après il y a eu tous ces mots, ou de manière concomitante, plutôt tous ces mots en ing. Là, les nouvelles manières de travailler. En freelance. Facile. Pourquoi on fait plus 120% de freelance en 10 ans? Je veux être libre. Jusqu'à ce que je me rende compte que pire que mon patron, il y a mon client. Vite, retournez bien au chaud chez le patron. Ou pas. Parce que on passe de l'un à l'autre de ces états. On va y revenir. Le slashing, le fait de faire plusieurs métiers en même temps, par choix. Parfois on me dit oui, bon, ça a toujours existé tes trucs. Oui, je suis d'accord, ma grand-mère était slasheuse. Elle faisait plusieurs jobs, elle était vendeuse en boulangerie, femme de ménage, couturière. Bon, on parle pas de la même chose, parce que ma grand-mère faisait pas ça par choix, vous voyez. Elle faisait ça pour boucler les fins de mois. Et ça existe encore. Quand on est vendeur, livreur, pas cité de marque, slash chauffeur de VTC, slash tout ça, c'est la même chose dans le monde moderne. Non, quand je parle des slasheurs, je parle des gens qui choisissent de faire de travail.
Par exemple, le banquier / pizzaiolo. C'est des histoires vraies, hein. Tout ce que je dis est vrai. Je l'ai croisé. Je suis banquier, j'aime bien mon métier, mais il me manque un truc. La pizza. Chacun son truc. J'aime faire des pizzas. J'aime faire à manger. D'ailleurs, ma famille fait ça depuis plusieurs générations. Moi, j'ai choisi d'être banquier, j'adore être banquier, mais j'ai quand même envie de faire des pizzas. Donc, je vais aller voir mon employeur, je vais lui dire, patron, est-ce que je pourrais avoir un 4/5e, s'il vous plaît? Comme ça, vendredi soir, samedi soir, je suis à la pizzeria. L'assureur naturopathe, enfin bref, on peut en trouver plein, par choix. Pour avoir tout, je veux et le métier de relation et le métier manuel. Je veux et la sécurité et le plaisir, etc. On est dans l'ère du « et », hein. Vous savez, c'est bien d'ailleurs ce qui vous fait vous arracher quelques cheveux. Le switching, c'est la reconversion radicale en début de vie professionnelle. Là, vous savez, c'est peut-être vos enfants qui vous disent « Merci papa, merci maman de m'avoir payé des études, mais alors idéalement bien cher. Hein » En fait, c'est pas ça que je veux faire. Je ferais bien un CAP pâtisserie, où je deviendrais bien naturopathe, moi aussi. Ça, vous les connaissez, hein, chez vous ou chez les copains. C'est intéressant parce qu'avant, quand moi j'étais jeune, plus jeune, on parlait de la crise de la quarantaine. Dans ma génération, on a fait la crise de la trentaine. Maintenant, on parle de la crise du quart de vie. 25 ans. 25 ans pour tout remettre en question. C'est tôt, hein. Mais c'est comme ça. Le monde change. Et il se passe quelque chose qui vient impacter notre rapport au travail. Et puis alors pour les derniers nés, hein, ceux-là vous les avez vus passer, la grande démission, le quiet quitting, donc la démission silencieuse, qui n'est qu'un mot de plus pour parler de désengagement. Bref, c'est partout, tout le temps. Et on essaie de trouver comment décrypter tout ça. Je vais essayer de rendre le sujet simple. Moi je crois que déjà c'est important qu'on se dise tous ensemble que cette réalité est extrêmement contrastée. Le mot-clé dès qu'on parle de ce sujet, c'est nuance, avec un S. Les nuances. J'ai parlé de freelance tout à l'heure. On est bien conscients tous ensemble que les 120% de freelance, c'est à la fois ça, hein, on en a parlé, mais aussi tous ceux qui choisissent, qui se mettent sur des plateformes pour travailler différemment, de manière plus libre. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, si on doit comprendre ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'on avait avant une vision de la réussite qui était plutôt dominante. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai grandi avec cette petite musique qui disait « Réussir, c'est faire carrière. Réussir, c'est avoir un job qui est mieux que papa-maman. Ou en tout cas au moins aussi bien. Hein. Réussir, c'est gravir les échelons. Réussir, c'est gagner plus. C'est pouvoir s'acheter une télé de plus en plus grande. Partir en vacances de plus en plus loin. Tout ça, vous voyez. Ça, c'est réussir. » Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait d'autres visions de la réussite au pluriel qui prenaient de plus en plus de place. Pareil, elles ont toujours existé. La question, c'est pas ça. C'est quelle proportion de la population ça concerne maintenant. Si je dois en mettre deux, je dirais que la première, c'est celle-ci, être utile. Qu'est-ce qui va faire que j'ai réussi ma vie? Mon travail, les 8 heures par jour que je passe au boulot, ils ont un impact positif sur le monde. Là, j'ai réussi. Ou un autre extrême, profiter. Franchement, on ne sait pas si on sera là dans quelques temps. La retraite, ce vaste sujet hypothétique. Je ne vais pas attendre la fin pour profiter. Je ne vais pas faire comme toi, papa, maman. Trimer toute la vie, tout ça pourquoi? Non. Moi, je vais profiter dès maintenant. J'aurais réussi si j'ai profité de ma vie. Ces visions de la réussite prennent de plus en plus de place et elles viennent nous bousculer. Elles viennent nous bousculer en tant que dirigeants, en tant que parents. Oh, un petit chiffre, il en faut bien quelques-uns. C'est l'évolution de la préférence entre argent et temps, entre 2008 et 2022. En 2008, on est en plein dedans, hein, travailler plus pour gagner plus, en gros, c'est ce qu'on voit en rouge. Quelques années plus tard, en 2022, la proportion s'est installée. Travailler moins, quitte à gagner moins. Alors bon, idéalement, on veut le « et ». Hein. Travailler moins et gagner plus. Mais si on doit arbitrer, finalement, on va aller là. Alors bien sûr, c'est une grande tendance. Ça dépend des métiers, ça dépend de qui on parle, ça dépend des lieux géographiques, ça dépend de tout un tas de choses. Mais cette étude, qui a été faite de manière rigoureuse avec quelques années d'intervalle, montre la tendance. D'ailleurs, si on doit un petit peu insister sur cette question de réussite avec un autre chiffre, le management. Je ne sais pas dans vos boîtes,
Mais figurez-vous qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent être chefs. Une petite moitié, on va dire, des cadres de moins de 40 ans qui n'ont pas de fonction d'encadrement aujourd'hui, parce que cadre avant, ça voulait dire encadrement, on est bien conscient que c'est plus le cas partout aujourd'hui, n'en veulent pas. Je veux surtout pas devenir le chef. Je vois bien ce que c'est. Que des emmerdes. Pour quelques centaines d'euros, non, franchement, je prends pas. Bon. Comme l'entreprise libérée n'est pas devenue la norme, apparemment, on a quand même encore besoin de chefs. Pas n'importe lesquels, on y reviendra. Donc, on risque d'avoir un petit sujet. Bref, ça change, ça bouge, vous l'observez, vous le vivez. La grande question, c'est est-ce que c'est un truc de jeune? Est-ce que vraiment c'est un truc de jeune? Allez, qui pense que c'est un truc de jeune dans la salle? Vous osez pas, hein? Qui pense que c'est un truc de jeune depuis plus longtemps que les autres? La réponse est oui et non. Je vais commencer par un non. Non, ce n'est pas un truc de jeune. Et d'ailleurs, si vous le pensez, il y a fort à parier que vous soyez dans un de ces biais cognitifs. Vous savez, les biais cognitifs, c'est les pièges que nous tend le cerveau et qu'on prend comme une vérité absolue. D'ailleurs, toutes les données qui nous permettent de confirmer cette perception, on ne voit plus qu'elles. C'est le biais de « c'était mieux avant ». D'ailleurs, pour vous le montrer, parce que faut pas avoir honte, hein, si vous êtes dans le biais de « c'était mieux avant », vous êtes juste un humain comme les autres. Depuis la nuit des temps, ce biais de « c'était mieux avant » est là. D'ailleurs, je vais vous amener dans l'Antiquité, dans une conversation fictive entre Socrate et Polybe. On est en 400 à peu près avant Jésus-Christ. Hein, voilà, on a déjà du mal à situer quel était leur quotidien. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils se disaient, ces messieurs? Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans une pièce. Moi aussi, on me le disait quand j'étais ado, au collège. Oh, vous, les Even, vous ne vous levez plus lorsque le proviseur rentre dans la salle. Bon, soit il avait la mémoire courte de son propre comportement, le prof de l'époque, soit, je sais pas, ça change tous les 10 ans, on se lève pas, on se lève pas. En tout cas, il y a 400 ans, apparemment, c'était la même chose. Et puis si je prends son copain Polybe qui nous dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent et la paresse par-dessus le marché. Ils ont un poil dans la main, vous voyez. Ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus se marier ou s'ils se marient, élever une famille. Bon là, j'entends ma grand-mère. Sérieusement, j'ai 13 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va se marier. Ah non, mais ils ont tous divorcé, tes propres enfants, ça donne pas envie. Hein. On va économiser l'argent, on va aller faire le tour du monde. Bref, le biais de c'était mieux avant. Quand on avance, on oublie comment on a été déjà. Puis le monde change, le monde bouge. Et on a le sentiment que c'était vachement mieux avant. C'est une illusion. C'est une illusion et ça nous empêche peut-être de voir le vrai sujet. Que le sujet n'est pas si générationnel que ça. Bon, je vous ai dit oui et non. Bon, ça c'est non. Mais c'est important de commencer par ça. Parce que pour moi, si je repars de cette conférence et que vous vous dites oh, bah, c'est encore un truc de jeune, j'ai loupé. Non. En revanche, il y a un oui quand même. Il y a un oui parce qu'il y a une immense différence entre quelqu'un qui a 23 ans aujourd'hui, 25 ans, et quelqu'un qui a un peu plus que ça. C'est que les premiers n'ont connu que le monde du travail post-Covid. Et le monde du travail post-Covid, c'est pas que maintenant, si le métier le permet, on peut faire du télétravail. Hein. C'est pas que ça. Ça en fait partie. Mais c'est surtout un énorme choc collectif qu'on a tous vécu en même temps, qui est revenu nous questionner et qui a fait que ça a bougé dans nos conceptions, nos croyances. Donc quand on a 25 ans aujourd'hui, on n'a connu que ça. Il y a tout un tas de trucs que peut-être on faisait avant, qu'on ne comprend pas quand on a 25 ans, et qui font même pas sens. Bon, je parle du rapport au travail, je parle du Covid, on pourrait parler de l'impact de la technologie. Quand on a 25 ans, aujourd'hui, on n'a jamais vécu sans, enfin voilà. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà suffisamment lu et entendu. Donc oui, il y a des choses qui sont peut-être plus fortes, plus marquées chez les jeunes. Mais je vous recommande de ne pas vous arrêter là dans l'analyse. Voilà, un petit dernier quand même. Il y a autre chose qui différencie quelqu'un de 25 ans et quelqu'un de plus. C'est qu'en général, à 25 ans, aujourd'hui, on n'a pas encore d'emprunt et on n'a pas fait de famille. Enfin, on n'a pas créé d'enfants, vous voyez tout ça. Ça veut dire que nos choix ne dépendent quasiment que de nous.
Bon, c'est simple, hein, on peut prendre des décisions un peu plus rapides et sauter plus vite quand ça ne nous correspond pas. Bon, si c'est pas un truc de jeune, pas tout à fait, est-ce que c'est pas quand même un truc d'enfant gâté de se poser toutes ces questions sur le travail, quoi. Hein? Oui, quelqu'un a osé, je sais pas où il est, mais bravo, bravo. Est-ce que c'est pas un truc d'enfant gâté? Vous avez raison, oui, je suis d'accord avec vous. Et là, je vais pas vous faire le coup du oui et non. C'est un grand oui. Je vais vous ramener à une grille de lecture que je pense vous connaissez tous ici, ça va vous ramener des souvenirs. Monsieur Maslow. Monsieur Maslow, appliqué au travail. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le sens, c'est tout en haut, c'est un luxe. Ça nous dit quoi, Maslow? Ça nous dit que si on n'a pas répondu aux besoins du bas, ceux du haut sont moins importants. En tout cas, c'est pas ceux qu'on va regarder. Ça ne veut pas dire qu'on les a pas. Parce que ce que nous dit aussi Maslow, c'est que cette petite pyramide, ces 5 besoins, c'est ce qui fait notre humanité. Le sens, la reconnaissance dans le travail qu'on voit là, c'est ce qui fait notre humanité. Le besoin d'accomplissement, le besoin d'estime. Juste, on les compte dans un certain ordre. Et si on ne peut pas d'abord répondre à ceux d'en bas, on ne va pas se poser les autres questions. Ou plutôt, on ne va pas le poser ouvertement. Je pense que c'est plus juste. On va se les poser peut-être à l'intérieur de nous. On va se dire, c'est pas le sujet aujourd'hui. Va au boulot, remplis le frigo, puis une fois que ça se sera réglé, on se posera la question. Logique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Si on prend l'humanité, il y a 100 ans, et qu'on essaie de mettre de manière conceptuelle les gens dans les niveaux de cette pyramide en fonction de leur rapport au travail. Il y a 100 ans, ceux qui cherchaient du sens, là, tout en haut, fallait bien les chercher. Bon, il y en avait, il y en a toujours eu, ceux qui cherchaient du sens à travers leur travail. Mais bon, pas tant que ça. Si on prend le monde aujourd'hui, déjà, peut-être que ceux qui cherchent du sens, il y en a un peu plus. Alors on reste avec une extrême majorité de l'humanité qui n'est pas concernée par ce sujet. Que les choses soient claires. Et les inégalités sont toujours ce qu'elles sont. Un petit peu à côté de mon propos aujourd'hui. Mais si je prends la France, joli pays développé, parmi d'autres, on n'est pas les seuls. C'est pour ça qu'on a plein d'anglicismes. Ça ressemble peut-être plus à ça, notre sujet. C'est-à-dire qu'on a un nombre croissant de personnes qui ont le sentiment qu'ils ont le choix, ou en tout cas qui vont être dans ce rapport, ce besoin de sens. Qu'on le veuille ou non. Alors une fois qu'on s'est dit ça, en résumé, c'est plus contextuel que générationnel, mon sujet. Ce qui va définir notre rapport au travail, nos comportements, c'est plus une question de contexte que de génération. Est-ce que je suis en haut ou en bas de la pyramide? Alors plus on est dans nos entreprises, dans nos équipes, avec des gens qui sont en haut de la pyramide, plus si ça ne me convient pas, ce que vous me proposez de vivre comme expérience, qu'est-ce que je fais? Je pars. Ça a l'air mieux ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu sur LinkedIn, là-bas, ça a l'air plus sympa. Donc j'y vais. Sans demander trop mon retour, je vous quitte. Si en revanche, je suis en bas de la pyramide, j'ai le sentiment de ne pas avoir le choix. Si l'expérience que vous me proposez ne me convient pas, si je n'y trouve pas de sens, alors qu'est-ce que je fais? Exactement. Je reste. Mais je me désengage. Je suis là, mais je ne suis pas là. Voire je suis là, et consciemment, j'essaie de te nuire. Ça, c'est terrible. Bref, on pense toujours un petit peu au haut de la pyramide, là. Comment on fait pour les retenir? Mince, on n'arrive plus à recruter, on n'arrive pas à les garder. Faut pas oublier les autres enjeux, c'est au moins aussi grave, voire plus. Bref, où qu'on se situe, en fonction qu'on ait le choix ou pas le choix, on a un enjeu aujourd'hui à agir sur ces sujets. Bon, comment? Ça, la grande question, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Par quel bout on prend ce problème? Alors, ça fait 8 ans que je m'intéresse au sujet et je vais essayer de vous résumer ça en une petite trentaine de minutes qui nous restent. Et 4 points clés. Le premier sujet, c'est qu'il faut miser sur l'engagement. Pas sur la fidélisation. Ça, faut arrêter de regarder ce sujet-là. Vous savez, souvent, on regarde selon l'indicateur qu'on choisit, on a des résultats plus ou moins bons. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de changer d'indicateur, d'arrêter de regarder vos taux de turnover, de démission, etc. Ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est l'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'engagement? Je vous propose une petite définition. Des employés concernés, enthousiastes, psychologiquement impliqués.
qui entraîne la performance et l'innovation. Je sais pas vous, mais moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que les gens restent 20 ans dans ma boîte, c'est quand ils sont là, ils sont comme ça. Pourquoi se concentrer sur l'engagement, au-delà du fait que ça donne envie d'avoir des collaborateurs comme ça? C'est que je pense que c'est au cœur d'un cercle vertueux, enfin je pense. J'en ai acquis la conviction, la certitude, j'ai même envie de dire, il faut bien quelques certitudes auxquelles se rattacher dans la vie. Celle-ci en fait partie pour moi. Quand une entreprise se concentre sur l'engagement, déjà elle s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'avant ça ressemblait à ça. Nos vies professionnelles, bien linéaires, basiques. École, travail, retraite. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Bon, et encore, je n'insiste pas sur l'école. La formation tout au long de la vie, c'est un autre sujet. Mais on est déjà là. D'ailleurs, assez formidable. Il faut bien que je parle de ChatGPT. On ne peut pas aujourd'hui faire une conférence sans parler de ChatGPT. Quand on parle de formation, il y a quelques années, quand moi je suis sortie d'école, il y a une formation qui n'existait pas. C'était, par exemple, le SEO. Donc, le fait de pouvoir être référencé sur Google. Il y avait des geeks comme ça qui avaient compris comment ça fonctionnait et qui vendaient très cher leurs services à des entreprises pour essayer de les faire remonter dans Google, vous voyez. Mais c'était des gens qui apprenaient tout seuls puis qui diffusaient leur savoir sur Internet. Après, on a créé des formations professionnalisantes qui permettaient, en quelques mois, en quelques années, de devenir expert de ce sujet. Ce métier est déjà mort. Il est déjà mort. Il y en a qui flippent, c'est ceux qui sont tous rédacteurs SEO. Parce que maintenant, ChatGPT, il fait ça mieux qu'eux. Et on parle d'un truc qui s'est bousculé en quelques semaines, quoi. Bon, ça va vite, quoi. Donc la formation tout au long de notre vie et les expériences professionnelles variées sur leur forme. Est-ce que je vais être salarié, puis freelance, puis revenir en tant que salarié? Est-ce que je vais à un moment cumuler 2 jobs, puis en reprendre qu'un? Tout ça, ça va être des périodes de vie. Et à l'intérieur de ça, combien de métiers je vais faire, combien de fois je vais devoir me reformer? Alors ça, on compte même plus. Et au milieu, là, vous les voyez en rouge. Exploration, transition. C'est une nouvelle manière de dire qu'on est au chômage, mais qu'on l'a choisi. J'explore, je transitionne. Bon, j'exagère un petit peu, on n'a pas toujours choisi. On transforme. C'est peut-être aussi, quand on parle de retraite, bonjour, patron, est-ce que je pourrais avoir une petite rupture conventionnelle, s'il te plaît? J'aimerais bien faire un tour du monde. Alors, je vais t'expliquer. Bon, je vous laisse finir la phrase. Mais voilà, donc se concentrer sur l'engagement, c'est déjà s'inscrire dans le paradigme de penser qu'on ne gardera pas les gens toute notre vie. On les gardera même plus 10 ans, il y en aura un, mais ce sera l'exception qui confirmera la règle. Et on va devoir faire avec. Vous savez, on a 2 choix, on a lutter, critiquer, ou se dire, bon, bah, c'est comme ça, maintenant comment je m'adapte? On sait que ceux qui survivent, c'est ceux qui choisissent la deuxième option. Deuxièmement, pourquoi je pense qu'il est absolument essentiel que vous vous concentriez sur l'engagement? Parce que ça crée un cercle vertueux, un truc absolument formidable. Vous mettez une pièce là, ça crée tout un truc qui fait que ça fonctionne bien et ça vous résout d'autres problèmes. Quand on se crée les conditions de l'engagement, bah, normalement on a des collaborateurs engagés, c'est logique. Si les collaborateurs sont engagés, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, ils restent plus longtemps. Donc on a un impact sur la fidélisation, mais comme conséquence du premier et pas comme cause. Et puis en plus, si les gens partent, comme ils sont engagés, ils partent bien. Je ne sais pas s'il y a des experts comptables ici. Oui. Coucou. Ils sont là. Bon. C'est pas pareil d'avoir un collaborateur qui vient vous voir, qui vous dit je m'en vais en novembre. Il vous dit ça en octobre. Qu'avoir un collaborateur qui vous dit alors je m'en vais, j'ai un projet avec ma femme, on va faire ci, on va faire ça, je déménage, peu importe. Mais t'inquiète pas. Je pars en 1er juin. Je fais toute la période fiscale, je t'aide à recruter, je transitionne mes dossiers et je pars clean. Le deuxième est engagé, le premier non. Et on va pleurer quand même parce que c'est dur à remplacer, mais quand même on va se dire c'est cool, il part bien. Je vous laisse transposer tout ça dans vos autres métiers. Et puis en plus, quand on fait ça, créer les conditions de l'engagement, on n'a pas qu'un impact sur la fidélisation, on en a aussi sur l'attractivité. Les collaborateurs
parle positivement de notre boîte. Et donc on se bat pour venir chez vous. Bon, je sais pas vous, moi, si à chaque fois qu'il y en a un qui part, j'en ai 10 qui veulent prendre sa place. Bon, ça va, hein. D'accord. Parce que le sujet aujourd'hui de la réputation de l'entreprise, quelle que soit votre taille, est clé. On a toutes les notations, les glaces d'or, etc. On va vers ce monde-là de tout noter, de toute façon, que ce soit transparent. Donc on parle de vous. Puis bon, on parle des notes sur Google, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les dîners en ville. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un univers avec des pharmacies. Et puis je fais une intervention comme ça, et puis à la fin, je me retrouve à dîner, un peu comme ce soir, ça pourrait être le cas. Puis la personne à ma droite me dit « Oh, dans ton truc, j'y crois pas. » D'accord. Vous avez des problèmes de recrutement? Bah oui, comme tout le monde. Hein. D'accord. Puis à ma gauche, un autre qui me dit « Anaïs, moi j'y crois vachement, d'ailleurs je fais tout ce que tu as dit. Bah, tu sais quoi? Les gens dans ma ville, dès que je libère un poste, j'ai même pas le temps de le poster. Ils le savent. Et ils partent des autres pharmacies pour venir chez moi. » C'est de ça dont on parle. La réputation. Et la réputation, c'est pas qu'est-ce que j'affiche sur Internet. C'est pas de la marque employeur. Vous voyez comment je raconte une histoire. C'est la vérité. Parce que vous savez, il y a eu le greenwashing. Comment on racontait à tout le monde qu'on faisait le bien pour la société, pour l'environnement. Et puis, en fait, quand on rentrait dans le détail, c'était pas vrai. Retour de boomerang, enfin, vaut mieux rien dire, hein, honnêtement. Maintenant, il y a pareil, mais avec le social washing. C'est-à-dire que j'affiche partout que travailler chez moi, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est horrible. Vous voyez, il y en a, par exemple, alors là, c'est l'exemple d'une amie récente dans une boîte assez grosse. Il lui affiche partout équilibre, vie pro, vie perso. Tu vas voir chez nous, on est super attentif à ça, etc. Elle avait été dans une boîte où c'était un peu des dingues, c'était son critère numéro 1. Et finalement, il la faisait travailler jusqu'à pas d'heure, tout le monde était connecté soir et week-end, c'était l'enfer. Bon, il faut savoir qui on est, hein. C'est ok d'avoir des cultures d'entreprise et des boîtes où on est là, on sait que ça va demander un engagement fort. Ça existe encore, il y a des secteurs, il y a des métiers, je ne sais pas si par exemple il y a des avocats ici. Oui. Ah, vous êtes là. Bon, ça fait partie des professions, on sait que les dossiers, ils tombent quand ils tombent, mais parfois c'était pour hier, et voilà. Il y a des professions qui vont avec ça. Pour autant, du coup, grand défi avec les collaborateurs. N'est-ce pas? Bref. L'importance de ne pas raconter n'importe quoi si c'est pas vrai. Et tout ça pour dire que voilà, ça crée mon fameux cercle vertueux. Donc arrêtez de regarder si vous retenez les gens, regardez comment vous pouvez mieux les engager, et le reste suivra. Et surtout, ça mènera à la performance. On est quand même aussi là pour ça. C'est magnifique. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres et la performance, je voudrais vous interpeller sur 2 points. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus cher entre le turnover, les départs, les démissions, et le désengagement? Le désengagement, hein. Ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des gens qui sont là alors qu'ils n'ont pas du tout envie d'être là, que d'avoir des gens qui partent. C'est même 3 fois plus cher. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu dans vos équipes combien ça vous a coûté un départ. Le coût du cabinet de recrutement, le coût du poste vacant, le coût de la personne qui n'est pas formée et qui n'est pas opérationnelle sur son poste pendant des mois, voire des années, hein, parfois. Hein. Bon, c'est cher. Hein. Mais alors, avoir quelqu'un qui occupe le poste pour les mauvaises raisons, c'est pire. C'est 3 fois plus cher. Je vous laisse faire le calcul tout seul dans votre tête. Pourquoi? Parce que le coût du désengagement, on le perçoit moins. Hein. Le coût du départ, on le voit bien. Le coût du désengagement, il y a la partie visible de l'iceberg, qui va être quoi? Qui va être un collaborateur qui fait un arrêt maladie à répétition, un peu comme ça, ou qui vient pas, ce qu'on voit. Mais la vraie vie du désengagement, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux. Hein. Vous savez, c'est ces êtres humains. Alors nous sommes formidables. Hein. Nous pouvons être tellement créatifs quand il s'agit de faire semblant de travailler. C'est de ça dont on parle. Quelle énergie dépensée pour rien. Alors, pour la rentabilité, c'est même pas moi qui le dis, il y a tellement d'études et je vous ai pas pris le chiffre qui est le plus haut. 20%, 21% de rentabilité en plus pour les entreprises qui ont les meilleurs taux d'engagement. Bref, ça vaut le coup. Comment on fait de l'engagement? Comment on crée de l'engagement? Bon, il y a un sujet aujourd'hui qui est clé, c'est le sens. Le sens a un lien évident avec l'engagement. Je n'ai pas besoin de vous faire de grandes théories. Hein. Quand je trouve du sens,
je m'engage. Et le sens au travail, c'est un besoin universel. Ça rejoint un petit peu Maslow, je l'ai mis en haut. C'est pas parce qu'il est en haut qu'on n'est pas concerné. C'est qu'on n'aura pas le même comportement si on ne le trouve pas. Ça, c'est important. Donc c'est clé, ça concerne de plus en plus de monde. Aujourd'hui, 92% des Français actifs expriment qu'ils se posent des questions sur le sens. C'est beaucoup, 9 sur 10, donc il y en a forcément dans cette salle. Le problème avec le sens, c'est quoi? C'est que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, tous ces gens qui parlent de sens, ils ne savent pas de quoi ils parlent eux-mêmes, hein, la plupart du temps. On va se dire la vérité. Ça ne veut rien dire parce que le sens, c'est une notion extrêmement personnelle. Ce qui m'apporte du sens au travail, c'est pas la même chose pour moi que pour vous. Et c'est pire que ça. Ce qui m'apporte du sens au travail aujourd'hui, c'était pas la même chose il y a 5 ans, ce sera pas la même chose dans 3 ans. Je vais changer d'étape de vie. Je vais vivre des expériences. Et il y a un moment donné où j'attends quelque chose de mon travail, à un moment, ce sera autre chose. Bref, sacré schmilblick. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que le sens, c'est super utile pour l'engagement, qui a un cercle vertueux absolument fantastique, mais que c'est pas pareil pour tout le monde et ça change tout le temps. Alors, le sens, pour le dire autrement, c'est le sentiment de cohérence entre mes besoins et ma réalité. Je trouve du sens quand mes besoins sont comblés par ma réalité. Mon quotidien de travail. C'est là où je vous dis, c'est subjectif et ça bouge dans le temps. Alors comme c'est pas activable, c'est pas très concret, on a étudié ce sujet depuis 8 ans avec So Many Ways et on a notamment créé un modèle sur le sens au travail. Un modèle, c'est quoi? Un modèle en sciences sociales, c'est une grille de lecture qui vise pas à mettre les gens dans les cases, mais à mieux appréhender la complexité. 5 modes, 5 manières de trouver du sens au travail, 5 manières d'appuyer sur le bon bouton pour engager ces gens-là. Je vais vous les présenter rapidement. Bon, l'idée, c'est déjà de réfléchir à vous-même. C'est le plus facile. Quand je vais vous les présenter, vous allez vous dire où est-ce que je suis moi aujourd'hui? Et puis la deuxième question que vous vous poserez, c'est par quoi je suis passé tout au long de ma carrière, vu que ça change. Puis si vous avez envie, de toute façon, vous ne pourrez pas vous en empêcher, vous pouvez réfléchir aux collègues, aux collaborateurs qui vous entourent. Peut-être même aux gens qui sont autour de la table avec vous, puis après vous pourrez partager au moment du dîner. Alors, mon premier mode, le mode ascension, en bas à droite, le travail comme un moyen d'acquérir une certaine position sociale. C'est la vision de la réussite traditionnelle, on en a parlé tout à l'heure. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui va me donner du sens? C'est facile, c'est intuitif, normalement. Qu'est-ce qui peut me donner du sens? Peut-être les perspectives d'évolution. Sentir que mon manager a compris où je voulais aller et qu'il va m'y aider. Qu'est-ce qui va me faire perdre du sens, par exemple? C'est d'être encadré par un manager qui a peur que je prenne sa place. Du coup, qui me fout des bâtons dans les roues, vous voyez. Ça, c'est terrible. Qu'est-ce qui va faire que je trouve du sens? Peut-être le titre. Il y a des gens, le titre, ils s'en foutent. Responsable 2, directeur 2, manager 2, pas le sujet. Il y a des gens, à peine vous leur avez annoncé, c'est déjà sur LinkedIn. Ceux-là, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui est important pour eux. Et que donc, ça donne du sens. Le mode équilibre. Le travail comme un moyen de vivre sa vie. Quand je suis en mode équilibre, le travail est moins central pour moi que pour tous les autres modes dans ma vie. Vous savez, nous, on est français, sans doute à quelques exceptions. En tout cas, on habite tous en France et les Français, on a un rapport au travail qui est assez... ça prend de la place, le travail, dans nos vies, comparé à d'autres cultures. Le mode équilibre, il a décidé, en tout cas, il est dans ce moment de sa vie, où le travail, c'est le travail, et puis il y a tout le reste, et c'est moins important. Quand je suis en mode équilibre, qu'est-ce qui va me donner du sens? C'est justement que mon travail me permette de faire à côté ce que j'ai envie et besoin de faire. Dans ce cas-là, comment me donner du sens? Peut-être par de la flexibilité, de l'ajustement de temps de travail, peut-être avec un manager qui écoute et prend en compte ce qui compte pour moi en dehors. D'ailleurs, celui-ci, je vais vous le faire à l'envers. Je vais vous donner la meilleure manière de lui faire perdre le sens. Ça marche à tous les coups. Donc si vous avez quelqu'un en mode équilibre, je vous recommande, et que vous voulez qu'il parte, que les choses soient claires, je vous recommande d'essayer de trouver qu'est-ce qui compte vraiment pour lui en dehors de sa vie professionnelle. Je sais pas, mettons le ping-pong. Vous avez un féru de ping-pong. Il joue au ping-pong, il entraîne au ping-pong, bref, c'est sa vie. Et je vous demande de trouver à quel moment de la semaine il part au ping-pong, et c'est important pour lui.
je sais pas moi, mettons le mardi 17h45, je suis partie. Une semaine sur deux, vous trouvez un truc. Réunion à 17h30, appel à 17h55 avec c'est urgent alors qu'en fait ça l'est pas. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et puis surtout, ne lui parlez jamais de ping-pong. Ne lui demandez jamais si ça a été hier soir, etc. Jamais. Ça marche à tous les coups. Le mode transformation. Le travail comme un moyen de laisser sa trace dans son entreprise. Quand je suis en mode transformation, qu'est-ce qui va me donner du sens au travail? C'est de sentir qu'avec ou sans moi, c'est différent. Que mon passage dans cette boîte, dans ce service, à ce poste, aura fait la différence pour ma boîte. Je vais peut-être être intéressée par transformer les process, les pratiques, les manières de faire. C'est pas une question de poste, hein, de niveau hiérarchique. On peut être un ouvrier sur une ligne de production et être en mode transformation. C'est-à-dire qu'on est animé par la volonté de faire différemment et d'améliorer le process, la manière de faire. Alors quand je suis en mode transformation, pareil, je vais vous faire l'inverse. Excellente recette pour perdre le sens. Donc l'écueil de ce mode-là, hein, parce qu'ils peuvent tous avoir un écueil, ça peut être par exemple de réinventer un peu le fil à couper le beurre. Il y a un truc qui marche super bien, comme moi je suis animée par le fait de transformer. J'ai envie de changer ça. Et je sais pas que c'est pas pertinent. Donc je vais venir vous voir, tous les yeux brillants. Tiens, j'ai pensé à ça, on pourrait le faire comme ça. Limite, voici le plan d'action envisagé. Et vous savez que c'est pas pertinent. Peut-être que vous avez déjà fait l'erreur, peut-être que c'est déjà arrivé, que sais-je. Et en plus, vous n'avez pas le temps. Pas le temps. On n'a jamais le temps. Donc on va passer un petit peu vite. Oui, Michel, merci, mais enfin non, pas de sujet. Là, Michel, il va rentrer, il va faire aucune considération dans cette boîte. Il y en a d'autres pour qui, de toute façon, qui amèneront même pas l'idée. Pour lui, ça va être le truc le plus important. C'est-à-dire que dans 6 mois, si vous lui posez la question, à quel moment tu t'es senti pas reconnu, il va vous ressortir ça. C'est sûr. Alors qu'à l'inverse, c'est de ça dont on parle. Si dans 6 mois, vous posez la question à mon mode équilibre, à quel moment tu t'es senti pas reconnu, ou tu as perdu le sens, c'est quand tu n'arrêtais pas 3 semaines d'affilée de me caler des réunions le soir de ping-pong. Qu'est-ce qu'on retient? Dit autrement, si je n'ai qu'1 minute par jour à passer avec un collaborateur, qu'est-ce que je lui dis? Sur quoi j'insiste? Est-ce que je lui dis, génial, mode ascension. Génial ton boulot. J'ai vu, on va le présenter au grand chef à plume la prochaine fois. D'ailleurs, tu vas le présenter. Est-ce que je te dis, est-ce que ça a été le ping-pong hier soir? Ou est-ce que je te dis, c'est bien là ce que tu as pensé, j'ai vu passer, faut qu'on en reparle. C'est ça que je vous dis. Vous n'avez pas le temps. On n'a pas de temps. Donc si j'ai qu'1 minute par personne, où je mets le curseur. Le mode impact. Le travail comme moyen d'avoir une utilité sociétale. Alors là, on y est. Le sens au travail dans les médias, on fait une confusion avec lui. Je veux du sens au travail égale je veux un impact sociétal. Ce n'est pas la seule manière de trouver du sens au travail. Et ça nous crée une énorme confusion et c'est ça qui nous fait dire oui, le sens c'est un truc de bobo. Non, le sens c'est universel. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot sens. Bon, quand je suis en mode impact, ça peut être les grands sujets de ce monde. Je veux que mon travail me permette de contribuer à l'écologie, je veux me permettre de contribuer à une cause plus sociale, l'immigration, j'en sais rien, le droit des femmes, etc. Mais le mode impact, c'est aussi les petites choses du quotidien. Un manager qui se lève tous les matins animé par l'envie de développer son équipe, c'est du mode impact. Donc le petit colibri de « je me lève pour agir sur quelques personnes », c'est du mode impact. Mon petit dernier, le mode introspection, le travail comme moyen de se développer. Là, j'attends du travail quoi? Qui me permette d'apprendre, qui me permette d'aller sur des singularités, de mettre mes singularités et les choses qui font, que j'ai envie de développer dans mon travail. Je vais vous donner un exemple très concret. Encore, allez, un exemple d'expert comptable. Imaginez que je suis expert comptable et passionné de photographie. Si je suis en mode introspection, je vais aller voir mon chef, par exemple, et je vais lui dire t'as vu, moi je trouve quand même que la tête qu'on a sur le site, c'est pas terrible, et puis les photos, c'est pas très moderne, ça donne pas envie. Tu sais que moi je suis photographe par ailleurs, à mes heures perdues. Ça te dit pas que cette année je prenne quelques heures, alors en dehors de la période fiscale, mais pour refaire des photos, repenser un petit peu tout ça? Mode introspection. J'ai une passion, j'ai une singularité, j'ai quelque chose qui me plaît, je veux l'amener dans mon travail.
Si je suis le même expert comptable en mode équilibre, j'ai pas du tout envie de prendre en photo mes collègues. J'attends de mon travail qui me permette d'avoir suffisamment d'argent, dans ce cas précis, pour m'acheter un appareil photo et des objectifs. Et peut-être que ma passion, c'est de faire des portraits de tribus de par le monde, de populations de par le monde. Et donc, ce qui va me donner du sens, c'est de pouvoir accoler 5 semaines de congé d'affilée, en août, en été, pour aller m'adonner à ça. Et je vais rester dans cette boîte parce qu'on me permet de faire ça, alors qu'à la concurrence, on ne me le permet pas. Voilà la différence entre un mode équilibre et un mode introspection. Bref, c'est succinct. Mais normalement, ça doit déjà peut-être vous parler. Dans quel mode je suis aujourd'hui? Par quel mode je suis passée? Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Alors, je vous l'ai dit, mais je le redis. C'est un modèle. Qui dit modèle, dit manière de rendre la complexité activable. En général, il faut la lire 2 fois. Donc c'est faux, dans le sens, on ne peut pas mettre toute l'humanité dans des cases. D'ailleurs, quand on vous propose de l'utiliser, on a plutôt un pourcentage d'adéquation, un profil majeur, un profil mineur, plutôt que vous êtes tout bleu, tout rouge, tout mode ascension, tout mode équilibre. Hein. Okay, et ça change dans le temps. Une fois qu'on s'est dit ça, on voit un peu où on est, on commence à toucher du doigt quels peuvent être les leviers d'engagement, les manières de donner envie aux collaborateurs de rester chez nous, du coup, enfin de s'engager, donc de rester un peu plus longtemps, puis surtout de faire du bon travail. Ça a l'air puissant. Mais on se dit, oh là là, peut-être qu'on peut pas, enfin, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour faire cohabiter tout ça dans une entreprise? Comment on fait pour répondre à tout? D'ailleurs, peut-on répondre à tout? Non. C'est pas ce que je veux vous dire. Il y aura toujours des gens qui auront des besoins et des attentes qui ne correspondent pas à vos réalités dans l'entreprise à un instant T. C'est pas le but du jeu et c'est pas souhaitable de répondre à tout, tout le temps, tout le monde. Mais entre répondre à rien et répondre à tout, il y a tout un champ des possibles. Alors, cette notion de sens au travail est une co-responsabilité. Pour moi, ça, c'est très important. Le sens au travail, d'ailleurs, vous êtes ici avec plusieurs casquettes, hein, vous êtes pour beaucoup à des fonctions de direction, des fonctions managériales, vous êtes aussi un collaborateur, vous pouvez être aussi un dirigeant. Bref, vous cumulez les casquettes. Quelle est la responsabilité et l'enjeu pour chacune de ces casquettes quand on se parle de la question du sens au travail? Les dirigeants, les RH dans les grandes entreprises aux côtés des dirigeants, voire les partenaires sociaux, le but c'est d'impulser et penser le futur. Parce qu'il se passe quelque chose. Hein. Et il va falloir adresser tous ces modes-là. Pour le dire autrement, l'enjeu de demain, la conviction que j'ai, c'est que les 10 prochaines années dans les boîtes, petit oxymore, hein, mais vont devoir être consacrées à standardiser la personnalisation. On ne peut pas faire un cas une personne. C'est pas possible, c'est pas souhaitable. Mais se dire la même chose pour tout le monde et c'est comme ça et c'est pas autrement, ça marche plus non plus. Vous allez vous planter si vous continuez à maintenir ça. On est tous des consommateurs. On attend tous que Amazon ou quoi qu'on utilise comprenne nos besoins et nous pousse des choses qui nous correspondent. Netflix. On attend pareil du travail. Point. C'est l'évolution de société. Mais faire cohabiter tous ces besoins de manière équitable, c'est un vrai sujet. Donc il faut commencer à se creuser le cerveau. Standardiser la personnalisation, ça peut vouloir dire quoi? Exemple concret. Je suis dans une entreprise de matériel agricole et j'ai notamment des mécaniciens de tracteurs. Bon, bah, c'est dur. Hein. Déjà, les mécaniciens, c'est dur à recruter, mais alors les mécaniciens de tracteurs, je vous en parle pas. Hein. Je parle avec le dirigeant et qui me dit, moi, Anaïs, on n'arrive pas à recruter, je comprends pas. Nous, on a les 35 heures. Alors tous les concurrents, ils sont à 39. Je lui dis, bah, je sais pas, c'est peut-être le problème. Ah non, 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 parce que je t'assure, quand on demande aux gens qui sont chez nous, la plupart, ils nous disent trop bien les 35 heures. Je dis, oui, mais bon, là, tu cherches à avoir des gens qui sont pas chez toi. Je lui dis, bah, je suis désolée, ça va être un petit peu fatigant, mais tu vas devoir proposer les deux. Tu vas devoir proposer aux gens de choisir entre 35 heures et 39 heures. Avec l'évolution de salaire qui va avec, parce qu'augmentation du temps de travail. Tu as le choix entre travailler moins, gagner un peu moins, travailler plus, gagner un peu plus. C'est ça, standardiser la personnalisation. Et on peut se dire, oh, c'est compliqué de faire cohabiter tout ça. Je peux vous assurer que pas réussir à recruter et être dans le marasme des coûts cachés liés à tout ça, c'est pire. Hein. Pour illustrer mon propos,
on va parler d'un petit sujet d'actualité, la semaine de 4 jours. Je l'adore. En fait, la semaine de 4 jours, pour moi, hein, on verra dans quelques années si je me suis trompée ou pas, c'est penser dans le paradigme du monde d'avant, dans le monde d'aujourd'hui. La même chose pour tout le monde. Il y a quelques grands cabinets de conseil qui ont communiqué sur ça de manière... ils ont intérêt à suivre leur promesse derrière, hein, parce que ça va ressortir sinon. Semaine de 4 jours pour tout le monde. Alors déjà, si vous prenez ces grands cabinets de conseil, d'audit, qui sont plutôt bien connus, déjà sur mes 5 modes, qui les attirent, qui ils vont chercher, qui choisit encore aujourd'hui d'aller chez eux. Peut-être plutôt des modes ascension encore. Hein. Bon, ils ont du mal à recruter parce qu'il y a moins en moins de jeunes qui sortent des écoles où ils vont les chercher qui sont dans ce mode-là. Vous nous direz après, pour nos étudiantes ce soir. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à recruter. Mais bon, tout leur mécanisme a été pensé depuis des années pour répondre aux besoins de personnes en mode ascension. C'est extrêmement bien huilé. Vous montez que si vous avez des bonnes notes, c'est très clair, les parcours de carrière, vous l'avez pas. Après, vous avez une belle carte de visite pour aller bosser ailleurs. Enfin, c'est très clair. Et ils se disent, oh là là, on comprend plus, on n'arrive plus à recruter, on n'arrive plus à garder. Vite, la semaine de 4 jours. Même mécanique de pensée. La même chose pour tout le monde. Je vais vous donner 2 contre-exemples. Je peux être même en mode équilibre, hein. C'est pour ça que c'est nuancé. Hein. Parents célibataires. 1 semaine sur 2, je dois gérer les entrées et les sorties d'école. J'en veux pas de ta semaine de 4 jours. Je veux pouvoir faire l'entrée et la sortie 1 semaine sur 2. C'est ça qui m'arrange, c'est ça qui va m'aider à être bon, à être performant. Tout cumulé là sur 4 jours, ça marche pas. Et puis l'autre deuxième contre-exemple, c'est que je suis dans cette boîte, en fait moi j'ai la niaque, j'ai envie de monter et de monter vite. Je la veux pas non plus ta semaine de 4 jours. Bon, de toute façon tu peux me la proposer, mais je vais bosser. Le 5e. Puis les autres qui vont dire c'est pas équitable, nanana, ils montent parce qu'il a... enfin, comme ça. Bref, nouveau paradigme de pensée. On doit faire cohabiter ces besoins-là. Alors là, rappelez-vous, je suis sur mes dirigeants, mes RH. Comment on pense le futur? Il y a un deuxième sujet, qui est peut-être un peu plus facile, quoique. C'est qu'avec tout ce qu'on s'est dit, c'est pas simple, hein, l'humain. Et c'est presque de plus en plus dur, parce que maintenant, on a plein de volontés différentes et ça change encore plus. Bon, un enjeu à savoir sur quoi on choisit nos managers. Il y a un prérequis, hein, c'est d'aimer les gens. Parce que déjà, quand vous aimez ça, le management, il y a des jours, ça vous pompe l'air. Alors quand vous aimez pas, vous pouvez pas être bon. Vous pouvez pas être bon alors que c'est la clé. C'est la clé, je vais même vous dire petite conviction. J'ai l'impression que la dernière carte de la transformation digitale, petit clin d'œil absolument, ce serait formidable, est foncièrement humaine. C'est-à-dire qu'on a des boîtes qui sont mortes par la révolution digitale parce que d'abord, elles n'ont pas su adapter leurs produits. Kodak. Pas compris ce qui se passait, pas le bon produit, fini. Après, on a toutes les boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas su adapter le business model. Avant, on vendait dans les imprimantes les cartouches. Maintenant, il ne faut plus vendre les cartouches, il faut vendre les services. Enfin, il y a plein de secteurs comme ça. On a dû transformer le business model. Tous ceux qui n'ont pas compris, ils sont morts. Et bien maintenant, tous ceux qui vont être morts, c'est ceux qui n'auront pas compris qu'il faut gérer et mettre au cœur ces sujets humains. Parce que sans humains dans vos boîtes, il n'y a plus de business. Donc ce serait assez amusant que finalement la dernière carte de la transformation digitale soit foncièrement sur ce sujet de l'humain. Et que donc, la responsabilité du manager, du dirigeant, c'est d'amener tout ça, de mettre tout ça en ordre de marche. Alors maintenant, si je vais sur la responsabilité du manager, parce qu'il y a tous ces sujets un petit peu plus hauts, on va dire, dans les réflexions, c'est pas le manager qui va décider si on peut faire les 35 heures et les 39 heures. Il peut remonter le point, suggérer, etc. À un moment, la décision, elle se prend ailleurs. En revanche, le manager, il a des leviers tous les jours dans son quotidien. Et tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, le ping-pong, l'ascension, le machin, c'est des exemples très concrets, très pragmatiques, qui sont à la portée tous les jours du manager opérationnel. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut qu'il connaisse les besoins des gens. Et en général, il ne les connaît pas. En tout cas, pas tous. Bah oui, ce sujet du sens au travail, on n'en parle pas, peut-être pas assez. Bref, manager, avoir des conversations régulières, authentiques sur ces sujets, c'est la clé du succès, c'est sa responsabilité. Cette question, elle est magique, si vous devez en repartir avec une. Si vous voulez connaître les besoins des gens, ce qui compte pour eux, je vous l'ai dit tout à l'heure, posez-leur la question. À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ces derniers mois? Vous rajoutez 3 pourquoi derrière. Vous savez dans quel levier d'engagement
se situe cette personne. N'allez pas les voir en leur disant qu'est-ce qui fait du sens au travail pour toi en ce moment, parce que ça ne marchera pas. D'accord ? Celle-ci marche mieux. Et puis enfin, il y a la responsabilité des collaborateurs. Et la responsabilité du collaborateur, la vôtre, dans votre casquette de collaborateur, c'est d'exprimer ses besoins. Donc pour ça veut dire les connaître, déjà, mais ensuite d'oser les dire et de les exprimer. On a encore trop de gens qui croient, inconsciemment, que leurs managers, leurs RH, leurs dirigeants sont des devins, des médiums. N'est-ce pas ? Ça marche aussi dans le couple. Ben non. Il faut mettre des mots, bien délimiter ce dont on a vraiment besoin, envie, pourquoi, puis le dire. Et bizarrement, quand on arrive à faire ça, on peut trouver des solutions. Ça, c'est la responsabilité des collaborateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce petit test sur notre site qui vous permet en 60 questions de vous poser la question de où vous êtes en termes de mode de rapport au travail pour prolonger l'expérience. Ce n'est pas à mettre entre les mains des collaborateurs n'importe comment, je mets toujours ce petit point d'attention. C'est au service d'une réflexion personnelle. Quand c'est poussé par un manager sans contexte, ça ne marche pas. D'accord ? Donc c'est pour vous, pour pousser la réflexion et prolonger l'expérience. En résumé, vaste sujet. Je crois que c'est pas pour ceux qui se disent oh là là, il faut arrêter de, faut attendre que ça passe. Là, en ce moment, il y a eu la grande démission, ça commence déjà un petit peu à se calmer. Oh, c'est bon, ces sujets-là, on va attendre que ça passe. Je crois que c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bataille pour attirer les meilleurs. Et que ceux qui auront compris ça et feront ça, auront plus de cercle vertueux, vous voyez. Et la deuxième, c'est que je pense que ça coûte moins cher, tout simplement, si on est pragmatique et que ça permet une meilleure performance des entreprises de prendre le sujet par ce bout-là. Bref, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Et puis, je sais pas, pareil, on vérifiera, mais il y a des gens qui sont des experts de la démographie et qui me disent que la courbe recrutement va pas trop s'inverser parce qu'on a des sujets de démographie. Donc, dans tous les cas, on aura toujours besoin de gens et que dans les prochaines années, ça va pas s'inverser tant que ça, cette question de l'emploi. Donc, bref, je vous souhaite de vous prendre de passion pour ce sujet, pour le mettre au cœur de vos discussions, de vos organisations et contribuer avec nous à transformer le monde du travail. Merci.